Bonsoir à tous. Je suis évidemment très heureux de vous saluer encore nombreux ce soir. Merci pour votre fidélité et pour la pratique devenue régulière de l'inscription préalable, ce qui fait que le nombre de personnes est adapté à la salle qu'on a choisie. Il faut continuer comme ça. Je dois excuser notre maire et conseiller régional Laurent Furst, qui est retenu par des obligations prises antérieurement. Madame Chantal Jean-Père, notre conseillère départementale, nous rejoindra ultérieurement. Comme d'habitude, je veux remercier le trèfle pour les conditions idéales qu'il nous propose, en particulier Jean-Marc Chérel, Julien Salat et Chloé. La conférence de ce soir est la 5e du cycle « Apprendre et enseigner en Alsace du Moyen-Âge à nos jours ». Nous avons traité successivement, en 2020, l'enseignement à Molsheim, centre religieux du Moyen-Âge au XIXe siècle, avec Louis Schlefly, conservateur de la bibliothèque du Grand Séminaire, et André Pachot, maître de conférence. En février 2020, nous avons parlé de la pédagogie de Jean-Frédéric Oberlin, cette expérience tout à fait unique qui a encore des prolongements aujourd'hui dans la vallée de la Bruche. Nous opérions alors encore à la maison des élèves à Molsheim. En 2023, nous avons repris le cycle qui avait été interrompu par le Covid. Le 3 février 2023, dans sa conférence intitulée « L'école d'hier à aujourd'hui », Patrick Chanté, inspecteur de l'éducation nationale, s'est longuement interrogé en posant quelques questions toujours d'actualité. Comment scolariser tous les enfants et faire réussir le plus grand nombre ? Comment réformer l'école face au conservatisme des pratiques et sans tomber dans la fièvre réformatrice? Comment faire de l'école un acteur des évolutions sociales? Faut-il transmettre ou éduquer? Quels ont été et quels seront les effets du Covid, notamment vis-à-vis des élèves en difficulté? Le 10 mars dernier, dans la conférence intitulée Umschulung, reconversion obligatoire des enseignants et des élèves pendant la Seconde Guerre mondiale, M. Daniel Morgan, spécialiste de la période, a également apporté un élément très intéressant dans la mesure où il a découvert les archives concernant Molsheim, et pendant sa conférence, il a parlé de l'occupation de certaines maisons de Molsheim par des enseignants nazis installés dans notre ville. Ceci pour le passé. Comme vous l'avez constaté, nous fonctionnons un peu à rebours. On a commencé de l'histoire récente pour remonter progressivement dans le temps. Comme nous le savons tous maintenant, l'enseignement primaire obligatoire, gratuit et laïque date de la deuxième moitié du XIXe siècle. Nous allons ce soir essayer de revenir aux fondamentaux, essayer de plonger dans un passé plus lointain, en nous posant là aussi quelques questions. Depuis quand l'école communale existe-t-elle en tant qu'institution? Comment l'instruction a-t-elle progressé dans les campagnes alsaciennes? Quelle a été l'influence de la réforme et de la contre-réforme, puis de la révolution, sur le taux de scolarisation? S'agit-il d'éduquer, c'est-à-dire former de bons chrétiens ou de bons citoyens, ou au contraire s'agit-il d'instruire, c'est-à-dire apprendre à lire, à écrire et à compter? Est-ce que cette méthode correspond à une demande de la population rurale ou crée-t-elle une contrainte vis-à-vis des travaux des champs? Comment sont formés les maîtres? Comment sont-ils rémunérés? Autre question, sait-on lire, signer, écrire, compter à la campagne au XVIIe et au XVIIIe siècle? Y a-t-il une spécificité alsacienne dans ce domaine comme dans bien d'autres? Les réponses à toutes ces questions et bien d'autres seront apportées par le conférencier de ce soir, M. Michel Beuler, historien, professeur émérite de l'Université de Strasbourg, spécialiste de l'histoire des campagnes. Il a également été ancien président de la Société d'histoire de Dambar-Bar-Obernai, société voisine. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs,
Chers amis, je vous parlerai donc de l'école au XVIIe et XVIIIe siècle dans les campagnes. Alors, je voudrais rappeler que cette conférence tombe bien parce que nous sortons d'une petite guéguerre entre les villages qui prétendent chacun avoir la plus ancienne école d'Alsace. Je ne sais pas si c'est Trenheim qui a allumé le feu, mais immédiatement, Dambach, la ville, a dit 1572, nous avons la plus ancienne, et Goxwiller 1589. Il me semble qu'il y a là une confusion entre l'institution et le bâtiment. L'institution qui, pour une fois, est plus ancienne que le bâtiment. Nous avons le même exemple pour l'église et l'église en tant que bâtiment. Schule et Schulhus. L'école est antérieure à la maison d'école officielle. Parce que pendant très longtemps, alors bien entendu, les petites villes ont enchaîné, Obernai 1439, Rosheim 1460, mais on ne peut pas mettre sur le même plan les villages et les villes de la Décapole, ou les villes à forte empreinte jésuite. Pardon. Je crois que c'est évident. Il est certain que dans les petites villes de ce genre, l'école est bien antérieure. Donc, le contenu est antérieur au contenant, et c'est la raison pour laquelle le maître d'école faisait souvent l'école chez lui. Ce n'est pas l'école qui reçoit le maître, mais c'est le maître qui reçoit l'école. Et on utilise aussi très souvent le presbytère, ou un ancien bâtiment, fût-il vétuste ou délabré, ou insalubre, au prix d'une très grande promiscuité entre le privé et le public, c'est-à-dire entre le maître d'école qui fait la lessive et la cuisine et sa famille, avec la chambre à coucher, nous en parlerons tout à l'heure, le même local servant à la fois au privé et au public. C'est néanmoins le XVIIe siècle qui est l'époque, le XVIIe et le XVIIIe siècle qui est l'époque de la floraison des maisons d'école. Nous avons toute une série d'exemples au XVIIIe siècle. On vient de me transmettre celui de Markolsheim, où en 1667, et cité en 1611, est cité das Stadtschulhaus. Donc c'est dans cette période-là. Et la période faste, évidemment, c'est le XVIIIe siècle, parce que là, l'administration s'en mêle, le roi s'en mêle, et l'intendance d'Alsace supervise la construction de toute une série de nouvelles écoles. Enfin, la dernière remarque d'introduction que je voudrais faire, nous nous situons à Carrefour, excusez-moi, je suis en mauvaise forme ce soir, nous nous situons à Carrefour entre les préoccupations de l'historien, qui est un rat de bibliothèque, comme vous le savez, et le ressenti inscrit dans la mémoire des derniers témoins de l'école d'autrefois, cette Letzte, il y a dans leur Letzte, hein, et si vous le permettez, j'y ajouterai une touche d'atavisme familial, puisque la Société d'histoire de Molsheim a permis, en 2019, je crois, de publier une partie des mémoires de mon grand-père Joseph Wimmer. En effet, le père de mon grand-père a été recruté sur le tas, c'est-à-dire sans absolument aucune formation. Et il était ouvrier dans le textile dans la vallée de la Bruche. Il est parti en volontaire à la conquête de l'Algérie. Il a perdu un bras, il fallait faire tout à fait autre chose. Et on l'a choisi à Grendelbroich, dans la région de Grendelbroich plutôt, pour
pour prendre en charge l'école, pour la simple raison qu'il savait lire et écrire et qu'il faisait le tour déjà des maisons forestières pour faire des cours particuliers aux enfants des forestiers. Ce document, j'ai eu la chance et le bonheur de le retrouver fortuitement il y a quelques années, il y a très peu de temps. Or, quelle que soit l'importance des lois scolaires de la seconde moitié du XIXe siècle, j'y décèle une véritable continuité entre l'école qu'il a connue et celle qui ressort de ma longue expérience, de ma longue fréquentation des archives, comme si au cours des siècles, elle était restée immobile. Il est un indice qui ne trompe pas et que vous connaissez tous, c'est un indice symbolique, cette odeur tenace et si caractéristique quand vous entrez dans l'intérieur d'une école aujourd'hui et qui a sans doute été cette odeur il y a des siècles. Alors je voudrais quand même parler un petit peu de mon métier d'historien et faire une introduction sur le contexte historique et documentaire. Le sujet qui paraît limpide appelle d'emblée un certain nombre de limites en ce qui concerne les sources. Sur quoi pouvons-nous compter dans une investigation de ce genre? Ce n'est pas, enfin nous en parlerons tout à l'heure, mais nous n'avons pas de sources iconographiques ou très peu. Pour la simple raison que nous sommes avant la photographie. Alors on pense évidemment à Lucien Blumer du 19e siècle, mais ce terrain de prédilection, c'était la paysannerie, ce n'était pas l'école. Et nous, on pense aussi aux photos souvenirs des classes. Mais là, nous étions endimanchés, on voyait absolument, on n'avait absolument aucune information sur notre travail d'écolier. Je dirais même que ces photos étaient des anti-Blumer dans la mesure où c'était très artificiel. Nous avons évidemment des tableaux du 19e siècle, de grands peintres comme Kaufmann, Anker, Louis Toussaint, Gustave Doré, et dont certains relèvent de la caricature. Genre Daumier en France et Maxim Moritz en Allemagne, ou de représentations plus ou moins décalées. Alors je voudrais quand même faire un petit commentaire sur l'illustration qui est apparue dans les dernières nouvelles, qui est visiblement une reconstitution du XXe siècle d'une époque révolue, ou de la même époque, mais qui n'a rien à voir avec le XVIIe et XVIIIe siècle, et à la limite de la caricature. Évidemment, c'est très attachant, c'est très folklorique. Vous avez le maître d'école avec ses enfants. Je me demande d'ailleurs si le mobilier n'est pas un mobilier du 19e siècle, et si le bonnet d'âne du coin droit n'est pas du 19e siècle, avec une promiscuité non seulement avec la famille du maître d'école, mais avec les animaux de la ferme, en particulier les poules. Je ne le récuse pas parce que c'est un peu dans l'imagerie populaire que ça se passe. Nous avons quelque chose de plus intéressant, c'est les plans d'école du XVIIIe siècle et qui ont été réalisés aux environs de 1760, en même temps que les plans des presbytères, et qui vous donnent parfois, nous en parlerons tout à l'heure encore, des informations sur l'organisation de la maison d'école. Nous sommes également avant la diffusion des manuels scolaires. Ne cherchez pas de manuel scolaire, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul, c'est celui du maître qui le fait lire par ses élèves. Par contre, nous avons une série des fameuses cartes Rossignol, utilisées entre 1945 et 1965, que vous connaissez tous, dont je vous ai sorti un exemplaire ici, mais qui date également donc du XXe siècle. Et puis l'horloge qui remplace le traditionnel sablier, évidemment, qu'on trouve parfois dans nos musées.
Il y a un musée en devenir, en dehors du musée alsacien, bien entendu, des musées populaires. C'est celui d'Echery, près de Sainte-Marie-aux-Mines. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et je ne sais pas s'il verra le jour un jour. Parce qu'il y a une telle documentation et un tel manque de crédit qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ça vaudrait la peine. Nous avons surtout des visitations ecclésiastiques avant les rapports d'une inspection primaire du XIXe siècle. Inspection ecclésiastique protestante, pastorale ou catholique. Visite pastorale, qui nous donne des indications sur l'école de cette époque-là. Et nous avons bien entendu des comptes communaux à partir du moment où l'école est publique. Vous voyez que finalement, ce n'est pas un désert documentaire, mais ça nous renvoie tout à fait au travail de l'historien qui est obligé de prendre des sources diverses et de les croiser et d'essayer de voir comment fonctionnait tout ce système. Alors je vais quand même dire un mot des visites ecclésiastiques et des visites pastorales. C'est le comté de Hanau-Lichtenberg qui est en pointe dans cette opération parce que c'est une des seigneuries les plus encadrées à la fois politiquement et religieusement, qui fait que le prince et l'ecclésiastique, quel qu'il soit, surveillent de très près les écoles. Nous avons toute une série de Kirchenordnungen et nous avons toute une série de Schulordnungen du XVIIe siècle. Alors, ce ne sont pas les écoles monastiques, ce ne sont pas les écoles canoniales ou cathédrales ou latines qu'on trouve en général dans les villes, parce que là, ça s'adresse à des élèves d'origine bourgeoise, se destinant très souvent à la cléricature. Il s'agit des écoles élémentaires ou primaires, comme on dira plus tard, qui sont loin des débats théologiques de la réforme et de la contre-réforme, et sont loin des débats philosophiques de l'époque des Lumières. C'est les Deutsche Schulen. Alors je m'excuse auprès des Molsheimois et des Rosheimois et des Auvergnois. Vous serez très frustrés parce que l'école dont je vous parle aujourd'hui n'est pas du tout celle qu'on trouve de préférence dans un contexte urbain. Mais on trouve néanmoins qu'il y a un glissement progressif de l'emprise ecclésiastique à l'emprise urbaine et de l'église paroissiale à l'église communale, la transition étant progressivement faite au XVIe et XVIIe siècle. Sous l'Ancien Régime, la scolarisation n'est ni obligatoire, ni gratuite avant les lois scolaires des années 1870, et l'école est donc ouverte à tous. Et on parle beaucoup de Jules Ferry, nous n'étions pas français à cette époque-là, en 1880-81, mais il faut quand même remarquer que nous étions allemands, et les Allemands avaient une dizaine d'années d'avance sur cette école obligatoire et gratuite, les années des 1870-1874. Donc il y a de toute façon une mainmise de l'État sur l'enseignement au fil des siècles. Alors, je vais utiliser une démarche extrêmement commerciale en disant qu'il y a une demande, il y a une offre et il y a un bilan. J'ai intitulé ça la demande d'une école en miettes. La naissance de l'école en tant qu'institution ne date évidemment pas de l'époque dite moderne, 16e, 18e siècle, mais elle est antérieure à cette époque moderne. Souvenez-vous de ce sacré Charlemagne qui a eu l'idée folle d'inventer l'école. C'est évidemment, là encore, très caricatural, mais les spécialistes
comme Louis Schleffli pour Molsheim et Christine Müller également dans leurs articles, ainsi que d'émérites spécialistes orinois comme Yves Biche, Auguste Bitsch et Marc Glotz, ont montré que la plupart des écoles datent du XIVe, XVe siècle. Voire, parfois au XIIIe, c'est le cas de Turckheim et Horfeld d'après Bernard Metz. La plupart des écoles rurales apparaissent à partir du XIVe, XVe siècle pour se développer au XVIIe siècle de façon beaucoup plus importante. Mais la longue évolution vers l'instruction nécessite qu'on relève un certain nombre de jalons. J'en garderai essentiellement trois. La réforme et la contre-réforme, effectivement, comme disait le monsieur le président tout à l'heure, qui a été un véritable stimulant pour l'alphabétisme, pour l'instruction populaire, dans la mesure où pour la réforme c'était une conquête, il fallait convertir une arme, une lance qu'on brandit contre le diable, disait Luther, et que pour les catholiques, c'était une opération de reconquête sur les protestants. Donc c'est une période qui est très faste pour la multiplication des écoles primaires. Et ce n'est pas un hasard si la création de la plupart d'entre elles date du XVIIe siècle. La deuxième période phare, c'est la reconstruction de l'Alsace à la fin du XVIIe siècle. Après la guerre de 30 ans et les guerres Louis XIViennes, il s'agissait de tout reconstruire, y compris, évidemment, sur le plan moral et religieux. Tout allait à volo après des dizaines et des dizaines d'années de guerre. Et la troisième époque phare, c'est évidemment la Révolution française, avec la création des écoles républicaines. La loi Lacanal du 18 novembre 1794, théoriquement obligatoire d'après la Constitution de 1791, mais ça n'a pas été très bien suivi, pas encore gratuite jusqu'en 1850, et ça confirme le double passage entre l'emprise de l'Église à celle de l'État, et par voie de conséquence, entre l'éducation et l'alphabétisation. Suite logique du mouvement des Lumières qui a inspiré les promoteurs de la loi. D'abord en ville, puis à la campagne, après des décennies de retard sur la première, on assiste donc à l'émergence d'une instruction publique. S'y ajoute tout naturellement, jusqu'en 1874, un effort de francilisation, comme on disait sous la Révolution française, qui va de pair avec la républicanisation. La langue française, qui peut être acquise en tant que langue secondaire dans les collèges, ne concerne finalement que 2 à 3% à l'époque de la population scolarisée. Il faut donc faire un effort dans ce sens-là. Elle reste l'apanage d'une élite cultivée, tout comme le latin, qui est la langue de l'Église. Mais c'est l'allemand qui reste la langue officielle de l'enseignement primaire, d'où le nom de Deutsche Schulen, par opposition aux écoles latines des collèges. Des études convergentes mettent en lumière l'attitude de l'Alsace à la scolarisation. Si on la compare à d'autres régions françaises, encore faudrait-il expliquer une telle avance de l'offre des réformes qui tombe telle une semence dans un terrain propice. Je crois qu'il faut invoquer un certain nombre de raisons. L'importance des foyers religieux. Je pense à Buxwiller au XVIe siècle et je pense à Molsheim au XVIIIe siècle. Il y a quand même une ambiance, même si ce n'est pas une relation directe. L'importance de l'habitat groupé pour le déplacement à l'école. Depuis les travaux comment il s'appelait, du pasteur Erickson sur le Korsberg, nous savons que les élèves du Korsberg se rendaient à l'école sur des échasses, parce que les chemins étaient tellement boueux qu'on ne pouvait pas se déplacer autrement. Et je ne parle pas, évidemment, des vallées vosgiennes, où il fallait faire des dizaines de kilomètres à pied du côté de la montagne.
Et compte tenu des liens étroits entre l'Église et le Seigneur, la Obrigkeit, ce qui a beaucoup joué, c'est le maillage seigneurial. Là où le Seigneur est puissant, l'école risque d'être très développée, particulièrement serrée en Alsace. Alors évidemment, il y a des bastions. Il y a des bastions protestants, comme le comté de Hanau-Lichtenberg, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a des bastions catholiques, tels que celui des Ribaupierre, en Haute-Alsace. Cela dit, l'institution scolaire, qui, conformément au décret du Concile de Trente, aurait dû déboucher à une maison d'école par village, a du mal à passer de l'intention à la réalisation. 2 tiers en sont pourvus dans le bailliage de Clébourg, mais 2 tiers d'écoles sur l'ensemble des villages, c'est un record. En général, c'est beaucoup plus bas. Alors pourquoi? J'y trouverai 2 raisons. La première relève des mentalités populaires. La négligence coupable des parents est régulièrement stigmatisée, et cela jusque dans la petite ville de Turckheim, si fière de son école, ce qui n'empêche pas son curé, Reyer, en 1686, de dénoncer l'avarice, l'imprévoyance, l'aversion de ses paroissiens pour l'école. Et le pasteur et théologien Danauer, président du couvent ecclésiastique de Strasbourg, de déplorer à la même époque, vers 1660, que les chevaux, les vaches et les veaux sont soignés avec plus de fidélité que le trésor précieux des âmes enfantines. Les tentatives des autorités religieuses et civiles visant à rendre la fréquentation scolaire obligatoire, nous avons encore le règlement du comte d'Hanau-Lichtenberg de 1614, en principe entre 6 ou 7 et 15 ans, puise dans un arsenal de mesures allant de la sonnerie obligatoire des cloches, es läutet in die Schule, à l'obligation d'autorisation parentale d'absence et à l'instauration de listes d'absence établies par le maître, les 2 étant mal observés. Et enfin, l'établissement d'amendes. 1 florin par élève, par exemple, dans la principauté des 2 Ponts, 4 sols par semaine dans le comté de Ribaupierre, etc. Donc des mesures coercitives et répressives qui n'arrivent pas à endiguer le courant hostile à l'instruction populaire de la part de parents qui estiment que pour cultiver la terre, plus encore pour être un bon artisan, il n'est pas nécessaire de savoir lire et écrire. Un peu comme dans la bourgeoisie caricaturée par Molière, il suffisait de pouvoir distinguer un pourpoint d'avec un autre chose, et c'était réglé. C'est ce qui explique par ailleurs une légère sous-scolarisation féminine qu'on a beaucoup exagérée. Il y a à peu près, d'après mes calculs, 40% de fréquentation féminine et 60% de fréquentation masculine. Mais nous retrouvons ici les notions d'agriculture, d'élevage, de greffe des arbres, c'est-à-dire de savoir-faire qui l'emporte sur le savoir et qu'on retrouve un peu dans les préoccupations de l'époque. Avec le développement d'une économie marchande, ça change un petit peu à partir du XVIIIe siècle, parce qu'on a des contacts avec le marchand, avec le notaire, avec le percepteur. Et par conséquent, il faut savoir compter. Alors compter, c'est encore tout à fait autre chose. Il y a évidemment une comptabilité écrite qui apparaît progressivement, mais d'abord dans les couches élevées de la société, et qui a été précédé par le fameux Kerbholz, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce qu'on traduit maladroitement par la taille, une comptabilité double. Il s'agit d'un morceau de bois de quelques dizaines de centimètres, fendu dans le sens longitudinal, les 2 parties pouvant s'emboîter l'une dans l'autre, et sur lesquelles on mettait, sur les 2 parties, une trace au couteau, une marque transversale, à chaque opération, à condition que l'opération soit répétitive et standardisée. Par exemple, vous ferrez un cheval, le maréchal Ferrand, vous mettez une trace.
vous emportez une partie du Kerbholz à la maison, vous le rapportez à la fin de l'année et on fait les comptes. Ça marche également chez les boulangers, mais à condition que ce soit toujours le même type de pain que vous prenez. Donc, d'une façon générale, c'est effectivement le savoir-faire qui l'emporte sur le savoir. Regarde comment on fait. Et là, évidemment, la comptabilité a peut-être une avance sur l'écriture. Le second facteur de ce retard réside dans des raisons économiques et financières. Contraintes économiques tout d'abord, dans la mesure où les enfants, objets économiques avant tout, constituent à la campagne un précieux réservoir de main-d'œuvre familiale pour l'agriculture, l'élevage et accessoirement l'artisanat local. N'oubliez pas que l'âge adulte commence, l'âge du travail commence à 8-10 ans. Et par conséquent, on a besoin des jeunes et ce serait un manque à gagner sur le plan de la main-d'œuvre disponible. Donc un manque d'investissement temps, beaucoup plus qu'un manque d'investissement argent, la primauté allant à la terre. À l'époque, 85 à 90% étaient des paysans et les artisans restants avaient généralement quelques lopins de terre. La primauté de la terre explique en partie pourquoi l'école n'est en général ouverte qu'en hiver, de la Saint-Martin à la Saint-Georges, grossièrement de la Toussaint à Pâques. Donc si vous faites le compte, ça fait une vingtaine de semaines, ce qui fournit d'ailleurs aux parents la possibilité de faire chauffer leur marmaille à l'école à moindre frais. Et pourquoi la répartition quotidienne des heures de classe de 9 heures en été, 10 heures en hiver, à 11 heures en été et 14-15 heures en hiver, exceptionnellement 16 heures, c'est limite à un volume horaire réduit à environ 5 heures par jour. Le reste du temps, on les mettait au travail sur la terre. Puis il y avait le Vakanstag, c'est-à-dire le jour vacant hebdomadaire, notre ancien jeudi, notre actuel mercredi, qui est d'ailleurs souvent réparti en 2 demi-journées, mardi, mercredi ou jeudi, soit le matin, soit l'après-midi. Les fêtes religieuses chômées qui étaient très nombreuses, en particulier lors du Mesti, et également lors des journées de forte chaleur qu'on appelait les Hundstag. En tout cas, un maître trop zélé comme celui de Gert Willer, en 1663, qui retiendrait les élèves après l'heure réglementaire, ne manquerait pas de se faire rappeler à l'ordre, c'est ce qui est arrivé, par le pasteur. C'est Rodolphe Reuss qui nous donne cet exemple. Et le souhait exprimé par l'évêque de Bâle en 1784, selon lequel les écoliers devraient avoir un devoir à remplir et une leçon à apprendre, relève du rêve. Il n'y a pratiquement pas de leçon ni de devoir. On utilise des enfants pour la fenaison, lier les gerbes à la moisson, ratisser les chaumes, garder les bêtes au pâturage, ramasser les pommes de terre, cueillir le raisin lors des vendanges. C'est des travaux à la portée des enfants. La décrue estivale, si ce n'est pas la fermeture de l'école en été, la décrue estivale est un compromis qui cherche à concilier les contraintes du calendrier agricole avec les soucis de l'instruction, tout comme plus tard l'instauration des Nachtschulen pour les adultes, c'est-à-dire que nous avons encore connu, qui fonctionnaient uniquement l'hiver et qui étaient faites dans le même esprit. Goxwiller préfère fermer son école en 1663 en été, carrément. On dénombre à Oberbronn, donc plus d'un siècle après, dans les années 1788, à peine la moitié des effectifs scolarisables présents en été. De quoi compromettre l'efficacité même de l'enseignement, parce qu'on oublie ce qu'on a appris l'année suivante. Et je voudrais ajouter une chose, le maître d'école est un rural. Il vaque lui-même à ses occupations rurales. Ça l'arrange donc d'avoir des périodes de fermeture assez longues, et en particulier en été. Il a des réserves de grains en grenier, il a des bottes de foin au-dessus de sa petite étable qui abrite une vache, une chèvre ou un porc, quelques poules.
issu du peuple, il épouse très souvent une paysanne du village. Donc l'année scolaire, en définitive, se résout à 3, 4 ou au mieux à 5 mois par an. Mais il y a aussi des contraintes financières. Ça coûte l'école. Elle n'est pas gratuite. Quatzenheim. Geizige und fitzige Eltern, die Kinder zu Hause behalten, nur etliche Pfennig zu ersparen. Nous sommes en 1734. En effet, le maître d'école est payé doublement, si vous voulez. Il a un fixum qui est attribué par la paroisse et de plus en plus par la commune, et qui, comme c'est un impôt communal, touche tous les contribuables, qu'ils aient des enfants ou pas. Et puis, s'ajoute le Schulgeld, c'est-à-dire l'écolage, qui est requis par semaine ou par trimestre uniquement des parents qui ont des enfants scolarisés à partir de 6 ans. Entre 2 et 5 livres tournois par semaine, par exemple, dans le comté d'Arno-Lichtenberg, etc. C'est dire que l'école d'Ancien Régime revient relativement cher si on envoie les enfants tous les jours et si on a de nombreux enfants. Et ça explique qu'en 1684, sous l'impulsion de Jean-Baptiste de La Salle et des frères des écoles chrétiennes, ou lassaliens, aussi appelés par admiration beaucoup plus que par dérision les ignorantins, parce qu'ils enseignaient à des enfants ignorants, eh bien, ils ont créé des écoles confessionnelles, bien sûr, mais réservées aux enfants pauvres, parce qu'ils n'arrivaient pas à payer cet écolage. En définitive, y aurait-il une banalisation? Excusez-moi vraiment, Alors on peut se poser la question, combien y a-t-il réellement d'enfants en classe? Y aurait-il une banalisation de l'absentéisme? Peut-on calculer un taux de scolarisation? Bien, ce taux de scolarisation se situe en général entre 15 et 30% des effectifs scolarisables. Quelles que soient les régions, mais enfin, il y a quelques scores élevés, quelques records qui fait aller un enfant sur 2 à l'école, mais c'est extrêmement rare. Et les tentatives n'ont pas manqué pour rendre la fréquentation scolaire obligatoire, en particulier à travers les Schulordnungen de Arno-Lichtenberg encore. Il faudra attendre 1874 pour l'Alsace et 1881-82 pour la France pour y arriver. Le pouvoir prend progressivement conscience de la nécessité d'une maison d'école. La surface moyenne d'une salle d'école se situe entre 50 et 60 mètres carrés, si les conversions que j'ai faites sont exactes. Ce qui fait qu'avec l'augmentation du nombre des élèves au XVIIIe siècle, chaque enfant dispose d'à peine d'un demi à 1 mètre carré. Si on assiste à l'agrandissement d'anciens bâtiments ou à la construction de nouvelles maisons d'école, c'est souvent des maisons d'école standards dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en faisant appel à la corvée de charroi pour les laboureurs, et les initiatives proviennent d'abord d'institutions ecclésiastiques. Le chapitre rural de Wissembourg, par exemple, pour l'évêché de Spire, moyennant accord avec le Seigneur, et puis ensuite de l'intendant qui soutient financièrement les communautés, qui doivent puiser dans le budget communal, et je pense que ce n'était pas très commode. Il faut trouver entre 1000 et 5000 livres tournois au XVIIIe siècle pour construire une nouvelle école, et par conséquent, ça n'irait pas sans l'appui de l'intendant qui agit pour des raisons de nouveau très politiques et très religieuses, n'est-ce pas? Il s'agit de propager le catholicisme. Une commune avait quelques centaines de livres de revenus par an, et par conséquent, il fallait absolument faire des écoles qui ne soient pas trop chères pour la commune. Et à l'image des presbytères, à l'image des presbytères, il y a donc des écoles qui sont programmées, comme celle-ci de Herlisheim, dont beaucoup datent de cette époque-là et obéissent à la même logique. Alors, reste à savoir si
la commune, qui n'avait que quelques centaines de livres de ressources, si elle avait le choix entre remplacer les bancs de l'église et construire une nouvelle école, elle choisirait peut-être plutôt les bancs de l'église. D'où l'importance de cet appui de l'État. Mais en raison d'une promiscuité multiforme. Promiscuité entre l'espace public et l'espace privé, entre les hommes et les bêtes, entre les garçons et les filles, entre les catholiques et les protestants. C'est sûr que l'espace public, le poêle d'école, j'en ai parlé tout à l'heure, comporte en même temps le corps de garde, qui est un espace public, à côté du logement du maître et de sa famille, souvent au premier étage de la chambre de la servante à Dorlisheim, du four, du garde-manger, de la Speiskammer, de la buanderie, du débarras, ou des charges, des latrines secrets, ou lieu, tout ça dans le même bâtiment et parfois sur le même étage. C'est d'ailleurs l'origine des maisons-écoles réunissant sous le même toit, un peu plus tard, le poêle de l'école, le poêle des audiences ou Stube communal. Promiscuité entre les hommes et les bêtes. On a vu tout à l'heure de cette illustration qui n'est pas très historique, mais qui est quand même très représentative. Des étables, des porcheries au premier étage, le grenier à foin ou Haibühne. Alors, nous avons là deux illustrations de Breusch-Wickersheim. La première, c'est le rez-de-chaussée. Et la deuxième, c'est effectivement le premier étage, avec les étables et porcheries au rez-de-chaussée, le grenier à foin, la Haibühne, ou encore le hangar à Breusch-Wickersheim, hangar sans H. Et à Volksheim, le Kuhstall et la Haibühne, Kuhstall au rez-de-chaussée, Haibühne au premier. Et Gundershofen un peu de la même façon. Garçons et filles sont mélangés dans deux salles, dans la même salle, sauf que progressivement, pour des raisons de morale et de religion, on les sépare. Et je crois que non, j'ai pas trouvé d'illustration. Mais ça pose un véritable problème, comme ça pose le problème des latrines. On mettait des planches entre les garçons et les filles. Et alors, bien entendu, discrimination entre les confessions. École catholique et protestante, on n'a pas d'argent pour construire deux écoles. Et par conséquent, la même salle d'école contient les protestants et les catholiques, mais ils sont séparés. On pourrait multiplier les exemples, Wittelbergheim, Sessenheim, et j'ai pris l'exemple de Bittersolz qui me paraissait le plus intéressant. Alors, quand l'ancienne maison d'école menace ruine, c'est la catastrophe. Si la maison d'école s'écroule, comme la caducité le fait craindre, nous dit-on à Niederrensen en 1788, du moins cette chute n'écrasera, belle consolation, que le quart d'une génération, puisqu'elle ne peut contenir que 25 enfants sur 100. C'est pourtant au XVIIIe siècle que les effectifs plus fournis, il faut loger la jeunesse nombreuse, écrit l'intendant de la Galésière en 1784, imposera dans bien des villages la démultiplication des salles de classe et le recrutement d'ailleurs d'un sous-maître, c'est-à-dire d'un adjoint qu'on appellera, ça existait jusqu'au XXe siècle, plus tard le professeur, dont la mission consiste à seconder l'ordinarius, qui est le maître d'école en titre. Et j'en arrive à l'offre scolaire rudimentaire. Deuxième partie. Sechs Wochen rein, lui dit-on à Merkwiller, und wenig gelernt. Tant vaut le maître, tant l'école, a-t-on l'habitude de dire. C'est à la fois vrai et faux, car tout dépend de ce qu'on attend du maître d'école, qui est à l'image de l'institution. Certes, l'enseignement est devenu en partie laïque, en apparence laïque, à deux exceptions près. Nous constatons qu'à la fin du XVIIe siècle encore, bien des maîtres sont des clercs à Hörth, à Geidersheim, à Hunsbach,
ce qui reflète l'idée qu'on se fait de l'école support de l'instruction religieuse, comme du maître dont la mission, sur le double plan de l'orthodoxie religieuse et de la moralité, est de raviver la foi, surtout après les guerres du XVIIe siècle, de former de bons chrétiens. Et n'oublions pas l'installation de ci, de là, des frères des écoles chrétiennes, dès la fin du XVIIe siècle, et celle dans la première moitié du XIXe siècle, des sœurs enseignantes que nous avons tous connues, les Schuelschwestern, le plus souvent dans notre contrée, sœurs de la Providence, dont la maison mère était à Ribeauvillé, et qui, installées en 1811, entre 1811 et 1816, se couleront aisément dans le moule de l'école publique et laïque. Les maîtres sont censés être recrutés par les communautés d'habitants, représentés par le corps des échevins, c'est-à-dire le conseil municipal. Alors je me mets à la place du conseil municipal, qui, pour recruter un maître, dit oui, je braver man, je guter man, je déchirer man, je frommer man. Donc des qualités qui sont certainement très, très solides, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'alphabétisation. Et à l'aval et à l'amont, à l'amont, il y a bien sûr la recommandation du curé ou du pasteur, et à l'aval, il y a l'inspection des nouveaux titulaires par le curé ou le pasteur. Donc on conteste plus ou moins en communauté le droit de nommer les maîtres au bénéfice des autorités ecclésiastiques et locales. Au XVIIe siècle encore, il arrive aux maîtres de remplacer le pasteur dans les paroisses luthériennes, et plus souvent de le seconder comme ministre des cultes dans les paroisses catholiques. Nous ne sommes pas à l'époque des instructeurs qui sont les missionnaires de la République. La confessionnalisation de l'enseignement ne disparaît pas d'un jour à l'autre. Et là, j'avais mis un livre de prière à l'usage des écoles qui est utilisé par le maître pour faire lire successivement ses élèves. Aux fonctions d'enseignement, les maîtres d'école sont tenus d'ajouter, jusqu'à une époque relativement récente, celle d'acolyte ou d'auxiliaire du curé. Ce qu'on appelait, diront les mauvaises langues, les valets de presbytère. Essentiellement chez les catholiques, comme l'indique un rapport à la préfecture du Bas-Rhin encore en l'an 8, l'école étant, selon Rodolphe Reuss, la succursale de la sacristie. Dans le recrutement, ceux qui priment, ce sont souvent les aptitudes vocales et musicales, car on leur demande au maître avant tout de savoir toucher les orgues et d'entonner le plein chant à l'église. Mais leurs attributions ecclésiastiques ne s'arrêtent pas là. Il faut conduire 2 à 2 les enfants à la messe ou au catéchisme, les surveiller durant l'office, encadrer le chapelet et le chemin de croix, ouvrir et fermer, entretenir l'église, d'où le nom de Kirchwart, qui est en somme le nom du sacristain et qui est celui du maître d'école. Entretenir la lampe du Saint-Sacrement, préparer les vêtements sacerdotaux en fonction des couleurs liturgiques, ainsi que le linge d'autel, assister le curé aux enterrements, au mariage, au baptême, ils sont parfois témoins d'ailleurs, faire la quête, sonner les cloches, et en particulier le glas et le tocsin, fabriquer les cierges, le tout pour un salaire d'appoint, celui du kilbort ou marguillier, perçu tantôt en argent, c'est ce qu'on appelle la competence, ou une part du casuel. Le kilbortgeld, à l'occasion d'un enterrement, par exemple, vous touchez tant, à l'occasion d'un baptême, vous touchez tant. Ou tantôt en espèces, tantôt en nature. Ça se fait souvent. On trouve très souvent le nom de kilbortbrot ou kilbortgarben, c'est-à-dire on les paye en miche de pain ou en gerbe. Alors ce qui est intéressant, et c'est assez fréquent dans ce métier, c'est la continuité dynastique. Il y a un très bel exemple donné par le pasteur Guggenbühl à Weizbruch qui montre que c'est un métier qu'on n'apprend pas. C'est un métier qu'on apprend sur le tas. Avant l'avènement des écoles normales, on apprend sur le tas en autodidacte, de père au fils, comme on le fait chez les artisans,
qui partagent d'ailleurs la même catégorie socio-professionnelle. Hein. C'est ainsi qu'on trouve à Goxwiller en 1663 un cordonnier, un tisserand à Échaud en 1704, un cabaretier à Andolsheim, auquel le conseil souverain demande en 1736 de choisir entre le boucheron et l'école. Un tricoteur de chausse, Hosenstricker, à Gebsheim en 1772, à se demander quel est le véritable gagne-pain, quelle est la profession principale de ce maître d'école et quels sont les métiers accessoires, ou encore on trouve un certain nombre de vétérans de l'armée, de peintres, Istratzheim 1719, de joueurs de violon professionnels, etc. En effet, les maîtres ne sont pas formés. L'idée d'une formation de maître remonte régulièrement à la surface au XVIIe siècle, circule fin XVIIIe siècle, à Strasbourg en particulier, ressurgit dans les cahiers de doléances de 1789, mais la réalisation des écoles normales primaires, payantes elles aussi et confessionnelles, ne verra le jour qu'au début du XIXe siècle. Vous savez que celle de Strasbourg, c'est la plus ancienne, grâce à Leuze-Marnésien en 1811, et elle a été créée sur le modèle allemand de la Normalschule ou du Lehrerseminar. J'aime bien l'appellation Lehrerseminar parce que ça donne l'idée de la pépinière. Hein. Car il faut savoir que les premiers essais remontent à la fin du XVIIe siècle en Autriche, Bavière et dans le Brisgau, le pays de Bade. Leuze, qui avait fait ses études à Göttingen, a exercé auparavant en Rhénanie et avait fondé une école normale à Coblence en 1808. Il était d'ailleurs un ami personnel du pédagogue suisse Pestalozzi. Les écoles normales qui existent en Alsace subiront bien sûr une germanisation progressive à partir de 1870. Alors il y a eu ensuite Colmar en 1833 et l'école normale des filles à Célestat en 1870. Mon grand-père a eu le bonheur de fréquenter celle de Colmar, contrairement à son père qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ouvrier dans le textile et vétéran de la conquête d'Algérie, n'a pas pu bénéficier d'une formation. Il s'est vraiment formé sur le tas. Il y a dans l'addition des fonctions diverses et des occupations annexes une raison économique. Si on a tant de mal de recruter des maîtres, c'est parce qu'ils sont mal payés. Ça, c'est pas une scoop. À la fois en nature, sur les fonds communaux. Ils ont un logement avec grange et écurie, très souvent, des prestations en grains et en vin, un droit au communal, à l'herbe du cimetière, de droit à la glandée, au bois de chauffage communal, le plus souvent, sous forme de fagot, la jouissance du Schulkort, le fameux potager mis à leur disposition sur lequel les élèves sont appelés à travailler avant d'être mobilisés. Je cite, j'ai une citation pour Fortschwihr en 1790, « Für dürres Gemüse zu reinigen ». Ce sont les légumes du Schulgord. Ou alors en espèces, par les contributions des particuliers, c'est-à-dire à la fois par l'impôt dont je vous parlais tout à l'heure et par l'écolage. Et puis il y a les fameux cadeaux de Noël et de Pâques qui ont subsisté jusqu'au XXe siècle, qui ont perduré jusqu'au XXe siècle, consiste à donner un coq ou une biscuit torte à l'instituteur le jour de Pâques ou le jour de Noël. Alors s'il y a beaucoup d'élèves scolarisés, ça fait évidemment énormément. En tout cas, c'est un salaire, si vous ajoutez ces petits éléments, de moins de 150 livres tournois par an. C'est un salaire de misère. C'est une époque où le vacher ou le porcher en faisait entre 150 et 200 livres. Et monsieur le curé, environ, ça marche de nouveau. Monsieur le curé, environ 400 livres. Donc vous voyez la différence entre le salaire d'un instituteur et le salaire du curé. Mal payés, ils sont automatiquement mal considérés. Ils sont appelés le Schuldiener, c'est-à-dire littéralement le domestique de l'école.
ou qualifié, depuis Cicéron d'ailleurs, c'est une appellation qui est bien connue, de ludi magister, c'est-à-dire littéralement celui qui organise les jeux des enfants. En attendant que par la suite de l'importance grandissante en tant que valeur intrinsèque des rudiments, l'instituteur, mot savant, chargé de latinité par l'élite révolutionnaire, il s'agit d'instituere, d'instruire, d'après le plan d'éducation de Condorcet, et pas seulement d'éduquer. Cependant, cette mutation n'est pas à mettre entièrement au crédit de la Révolution, si l'on croit la description du traditionnel Michel Marc. Alors, je n'ai pas la date, il ne le donne pas, je crois que c'est Yves Biche qui présente cette gravure dans la région d'Altkirch. Il s'agit d'une sorte de vente aux enchères, et les candidats instituteurs défilaient. S'ils avaient une plume au chapeau, ils étaient capables d'apprendre à lire. S'ils avaient deux plumes au chapeau, ils étaient capables d'apprendre à écrire. Et s'ils avaient une troisième plume, alors là, c'était le sommet. Ils sont capables d'apprendre à leurs élèves les rudiments du calcul. Et on prenait le meilleur. Ce qui ne contribue pas à valoriser le métier d'enseignant, c'est la nécessité pour le maître d'école de recourir aux fonctions annexes que je vous ai énumérées tout à l'heure, de marguillier, de bedeau, de sacristain, parfois de bangarde ou de sergent de la communauté, Weibel, ça arrive, des revenus modestes et un statut social peu enviable. Et il faut donc compter sur la fabrique de l'Église, sur la commune et sur la générosité des habitants. Alors tout ça, c'est pas très reluisant. Je voudrais rapidement esquisser un bilan. Est-ce qu'on peut parler d'éducation, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit laïque? Est-ce qu'on peut parler véritablement d'instruction? La priorité reste à l'éducation religieuse, même après la Révolution. Il s'agit de créer de façonner de bons chrétiens, c'est le rôle de l'Église, puis de bons citoyens, mais le support reste très longtemps le support de l'instruction religieuse. De vrais chrétiens, de bons bourgeois, et pourquoi pas tout simplement d'honnêtes hommes? C'est pas incompatible. Quant aux missionnaires de la République, je reprends l'expression de Jean-Jacques Rousseau, que deviennent les instituteurs et non plus les maîtres d'école? Ils auront à cœur de diffuser l'idéal national et républicain de la Révolution française. L'État, l'Église n'étant plus facteur d'unité nationale, c'est l'État qui prend la relève pour faire cette fois-ci reculer l'ignorance. Concept nouveau pour la plus grande partie de la population. Révélateur le fait que l'on confie de plus en plus aux maîtres des attributions profanes et pas uniquement ecclésiales, à côté de celles de marguillier, de bedeau, de sacristain, celles de bangarde, de sergent de la communauté de Weibel, et de ce que nous appellerons plus tard secrétaire de mairie, puisque en tant que maître d'école, il est l'un des seuls parfois du village à savoir lire et écrire couramment. Et il est normal qu'à partir de la Révolution, il tienne des registres de la communauté, alors qu'il accède plus exceptionnellement à la fonction de maire, à la fonction de prévôt. J'ai quand même trouvé un exemple à Algolsheim en 1769. Alors lire, écrire, compter et place à l'alphabétisation. Quelle que soit la nature de l'enseignement prodigué, il faudrait quand même qu'il en reste quelque chose. Mais comment mesurer les effets de l'instruction primaire à l'époque pré-statistique, donc nous n'avons pas de rapport d'inspection, et en l'absence de témoignages, pour l'époque qui nous intéresse, nous piochons un petit peu dans les archives pour voir comment on procédait. Il y a beaucoup d'abécédaires, alphabet, tafel. Il y a des livres de modèles d'écriture, des Namenbücher, des Schreibbücher. Une double approche s'offre à celui qui
fait l'évaluation de l'alphabétisation populaire, mais nous ne savons pas toujours si les conseils du maître sont suivis par les élèves. Alors il y a des programmes scolaires. Il y a en particulier, toujours dans le comté de Hanau-Lichtenberg, des Schulpläne qui trahissent le contenu de l'enseignement traditionnel et même les méthodes pédagogiques, en disant voilà, chaque jour on fait de telle et telle heure ceci ou cela. C'est une méthode qui est très individuelle, consistant à faire épeler, buchstabieren, et répéter inlassablement à tour de rôle ce que les élèves ont appris par cœur. Méthode individuelle chez ce qu'on appelle les ABC Schüler, à faire lire parfois ce qu'ils ne comprennent pas et à faire réciter la leçon à chaque élève à tour de rôle de façon à entraîner la mémoire. Nous avons tous connu ça. On va parfois plus loin que les Schulpläne. C'est la répartition par classe, c'est-à-dire par degré. 5 classes, toujours dans la région de Buxwiller, graduées en fonction de ce qu'on demande aux élèves et en fonction de ce qu'ils peuvent fournir. Et alors l'incontournable discipline qui relève du dressage propre à la tradition judéo-chrétienne, la verge, route, cette baguette de noisetier qui s'appliquait sur les doigts et le derrière, parfois remplacé par la férule ou le Korleffel. Moi, je n'ai pas trouvé de Korleffel. Hein. Yves Biche le cite, il l'a rencontré. La planche de bois à section triangulaire, encore à Grendelbruch au XIXe siècle, mon grand-père le dit dans ses mémoires, sur laquelle l'élève récalcitrant devait s'agenouiller. Alors, ce n'était pas à plat, c'était en angle. Et la chaise affaissée. Je n'ai pas trouvé de chaise affaissée, mais il y en a une des belles dans le musée de Champlitte, en Haute-Saône, à un seul accoudoir, selon que le maître est droitier ou gaucher. Alors, le bonnet d'âne, je ne sais pas de quand il date, ça mériterait une étude, qui stigmatise non seulement les ignorants, mais les paresseux. Donc une discipline entièrement fondée sur la crainte du châtiment corporel. On ne s'étonnera pas que ça entre dans le contexte des méthodes de l'époque. Alors ça nous conduit à l'évaluation de l'alphabétisation populaire qui s'avère incontournable. Malheureusement, nous étions allemands. Et nous avons échappé à cette enquête qui est l'enquête de Louis Maggiolo. Maggiolo avec 2 G. Recteur de l'université de Nancy, donc français, mis à la retraite d'office en 1871 parce qu'il était trop jugé favorable à l'Empire. Une retraite providentielle parce qu'il s'est vu confier en 1876, donc 5 années plus tard, par le ministère de l'Instruction publique, la mission d'enquêter de façon rétrospective, en allant jusque dans les années 1685-1690, des signatures régulièrement apposées au bas des registres de mariage paroissiaux. Puis dans les registres d'état civil, bien entendu, à partir de 1792. Alors, je ne suis pas sûr que savoir signer à un moment solennel de sa vie, ce soit un gage d'alphabétisation. Et pour ma part, je préférerais utiliser les signatures au conseil municipal ou devant le notaire, parce que là, il y a quelque chose à défendre, il y a un gage à donner. En tout cas, il y a beaucoup de signatures qui sont des signatures dont la valeur scientifique pose problème. Et si on ne sait pas signer, on met tout simplement, chez les protestants, des Schreibens unerfahren, on met une croix à côté, ou alors chez les catholiques, declarante senescire scribere. Il n'y a pas de honte à ça. J'ajouterais qu'une
signature peut relever de l'imitation, peut s'atrophier par manque d'exercice et peut être guidée, surtout devant le notaire. Hein? Car l'enjeu n'est pas le même. Et qu'y a-t-il de commun entre la simple croix et la signature laborieuse faite d'une main tremblante et calleuse, qui a l'habitude d'utiliser la houe et la fourche plutôt que la plume doigt? Alors, je me suis amusé à relever les initiales. Ceux qui ne savaient pas écrire de leur nom, je me suis dit, ils vont signer de leurs initiales. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir que certaines initiales étaient fausses. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre Albert Müller AM, on mettait Albert S. On connaissait le S de Schneider, mais pas le M de Müller. Et alors, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, que j'ai appelé les pictogrammes, qui ont une valeur à la fois identifiante, documentaire. Ils renvoient à des métiers pratiqués à l'époque, la roue de moulin pour le meunier, la navette pour le tisserand, le moule à tuiles pour le tuilier, et une valeur parfois symbolique, le cœur, la croix, la fleur. C'est certainement une porte d'entrée pour l'étude de la culture populaire. Mais nous sommes très, très loin de la signature et nous sommes très loin des paraphes. Les paraphes, c'est une signature très élaborée de la part des dominants. Alors nous sommes bien sûr du bon côté de la ligne que Maggiolo avait esquissée entre Saint-Malo et Genève. Nous sommes du côté est. Donc nous sommes normalement, comme la Lorraine, comme la Franche-Comté, comme la Bourgogne, dans les régions les plus alphabétisées si on prend le critère de la signature. Mais il faut toujours rappeler que les moyennes sont trompeuses. Comment voulez-vous que je mette dans le même sac, pour faire une moyenne, des localités comme Grendelbruch, Molsheim, Obernai, Rosheim, Fegersheim, Truchtersheim, etc. C'est pas possible. Il faudrait faire une étude beaucoup plus fine pour... Il faut savoir que finalement, la signature, c'est l'affaire des villes d'abord, avant les campagnes. Même si, à la campagne, l'écrit est entouré de prestige. Combien de fois j'ai entendu dans mes recherches, quand je traversais les villages, ils me disaient « Das ist geschrieben ». Si c'est geschrieben, c'est sacré, si c'est écrit. Mais ça ne veut pas dire que la population soit capable d'écrire. Le bilan est sans appel. À la fin du XVIIe siècle, un conjoint sur 4 s'est signé son acte de mariage. À la fin du XVIIIe siècle, 3/4 des conjoints savent signer. Donc il y a quand même eu un progrès. Non, attendez, là je me trompe. À la fin du XVIIIe siècle, j'exagère, 35 à 40% des conjoints savent signer leur acte de mariage. Donc il y a quand même eu un progrès. Avec une avance de la ville sur la campagne, longtemps une avance des protestants sur les catholiques, qui a tendance à se résorber à la fin du XVIIIe siècle, pour la simple raison que le recours fréquent aux écritures saintes, ou un niveau économique supérieur, parfois, dans les fermes protestantes, l'explique. Entre les hommes et les femmes, en tout cas, le progrès est indiscutable, et cela avant les efforts de la Révolution en faveur de l'école, en faveur de l'école. Maggiolo est tout content d'avoir trouvé ça, parce que lui, il était plutôt un tenant de l'Ancien Régime, et ne supportait pas la République. Alors, il reste un dernier élément. Si les gens sont alphabétisés, ils devraient savoir signer, ils devraient savoir écrire et ils devraient savoir lire. Et là, nous
nous abordons un problème qui est le problème de l'accès aux livres. Il y a dans l'environnement, je passe assez vite parce que c'est peut-être même un autre sujet, il y a dans l'environnement villageois un support écrit qu'on retrouve dans les enseignes des auberges, dans les boutiques, les emblèmes et les clés d'arc, les poteaux corniers, mais aussi les armoiries, les sacs de grains décorés, les coffres décorés au pochoir, les épitaphes sur les pierres tombales, les formules votives sur les calvaires, les inscriptions lapidaires sur les croix rurales. Le passant saura ce que ça signifie sans savoir lire. On lui a dit, voilà, ça veut dire cela. Il ne faut pas négliger non plus l'entendre lire, ou l'écouter lire. C'est-à-dire, il y a des intermédiaires culturels qui sont les pasteurs, le curé, le colporteur, le conteur improvisé de la veillée villageoise, qui sont des liseurs d'histoire de toutes sortes et qui sont capables de transmettre un message. C'est une sorte de lecture par procuration. Les gens ne savent pas lire, ils écoutent. Ce qui exige une semi-alphabétisation reposant sur des échanges culturels. C'est le papier qui parle. C'est ma collègue Geneviève Bollen qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le papier qui parle ». Ce dernier ayant été écrit pour le peuple, jamais par le peuple. Il s'agit en général de livrets de 4 sous, d'une dizaine de pages au maximum, reliés d'un papier bleu, c'est pour ça qu'on l'appelle la bibliothèque bleue, d'un papier de mauvaise qualité d'ailleurs, et dont beaucoup n'ont pas résisté au temps. Et je mettrais dans cette catégorie aussi les almanachs. Les almanachs, sont intéressants parce que d'un côté, vous avez un texte imprimé qui est à lire, et de l'autre côté, vous avez des pages blanches qui sont à écrire. Alors, on indique l'enfant qui est né dans la maison, le veau qui est né à l'étable, le nombre de sacs de blé qu'a donné telle ou telle parcelle, et c'est donc un intermédiaire entre l'écriture et la lecture. Vous connaissez les almanachs qui nous ont suivis pendant très longtemps, der Ringedeboot, der Straßburger Schreibkalender, mais c'était avant la Révolution, ça déjà, Schreibkalender, parce qu'ils sont susceptibles d'être annotés. Nous sommes entre l'oralité et l'écriture. Alors, ne nous leurrons pas, il y a là un vieux fond de culture savante qu'on essaie d'imposer au peuple. La culture savante impose ses normes, comme en témoignent les réminiscences à l'Antiquité gréco-romaine. Comment voulez-vous qu'un paysan du Corosper comprenne? Les prédictions astrologiques savantes, les informations profanes, comme les événements royaux ou princiers en attendant l'annonce de la rédaction de cahiers de doléances, ce qui confirme la valeur de messages savants, du haut vers le bas de la société, et bien entendu, les campagnes n'y échappent pas. Il serait certes dangereux de transposer les réalités contemporaines au siècle passé, mais le livre ne fait pas partie du bagage culturel du commun des mortels. Le livre est une exception, et la première chose qu'on fait quand on recrute un maître, c'est de lui remettre à son entrée en fonction un catéchisme, un livre de cantiques, qu'il est censé transmettre à ses élèves. Quant aux livres qu'il faisait lire aux enfants, ils sont d'une désespérante monotonie. La Bible, les psautiers, le Nouveau Testament, les sermonnaires, des guides portant des noms significatifs, Wegweiser, le guide du chemin, Hilfsbüchlein, et des petits ouvrages de spiritualité qui portent le nom de Milchspeisen, des aliments laitiers, laitage spirituel, en fait, et ou encore le Himmelschlüssel, la porte du paradis. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de livre, mais à l'école, le livre est l'apanage du maître qui le transmet par intermédiaire, et il y a à la campagne un certain nombre de bibliothèques privées
qui sont extrêmement intéressantes et qui reposent sur deux piliers, me semble-t-il. Le premier pilier, c'est le pilier utilitaire. Comment soigner les bestiaux, comment labourer la terre, comment tailler la vigne. Et le deuxième pilier, c'est le message religieux, avec une coloration doloriste qu'on retrouve dans la religion, la passion du Christ, la souffrance de la Vierge douloureuse, etc. Et le culte du héros. Il y a des héros laïcs, y a-t-il un Lutschpigl par exemple, mais il n'est pas très, suivi en Alsace, pas davantage que Pantagruel, bien sûr, et Gargantua. On préfère puiser dans le registre des saints pour trouver des modèles, des supermans. Alors, vous voyez que lire des yeux, comme disait le philosophe Alain, nécessite une certaine intimité qui n'existe pas à la campagne, mais entendre lire, c'est tout à fait possible, encore que le livre soit un intrus dans la culture populaire et soit réservé à un certain nombre de privilégiés dont je veux vous donner pour terminer quelques exemples. On trouve le livre dans les presbytères sous la forme de sermonnaires, d'ouvrages de dévotion, de théologie, de droit canonique. Et j'ai épluché la bibliothèque d'Hippolyte Bert de Majan, commissaire épiscopal et transitoirement, heureusement pour moi, curé de Fessenheim-le-Bas, qui comptait 816 volumes. Énorme. En partie conservé d'ailleurs. Le curé a bien voulu m'ouvrir la salle de cette bibliothèque, mais sans la chauffer, bien entendu, en hiver. Il y a la bibliothèque du curé de Holsheim, qui compte 29, en 1734. Et il y a quelques familles paysannes, mais je dis bien quelques familles paysannes de haut niveau, parce qu'un bouquin coûte l'équivalent de 2 à 5 fois le salaire quotidien d'un journalier, soit 2 à 5 livres tournois. Alors il y a généralement moins d'une dizaine de livres dans les foyers. Pour l'historien, on serait tenté de conclure tout de suite un désert bibliographique, mais il y a quand même des exemples tout à fait exceptionnels. Alors parmi ces privilégiés de la lecture, j'en ai trouvé 2 autres. Antoine Klein, 1754, le maître de poste de Stutzheim. Non, c'est pas celui que vous croyez. Le maître de poste de Stutzheim, installé sur la route de Strasbourg à Saverne. Donc, au cœur d'un nœud de communication, il a un tas de dictionnaires. Il a des ouvrages qui s'appellent Le Parfait Maréchal, Les éléments d'agriculture, un traité de la charité qu'on doit avoir pour les morts, des instructions et dispositions qu'on doit accorder au sacrement de pénitence et d'Eucharistie. Vous voyez le mélange de littérature spirituelle et utilitaire, mais il est maître de poste. Il est bien placé sur la route des communications entre Strasbourg et Saverne, donc entre Strasbourg et Paris. Et j'ai trouvé, évidemment, ça mérite d'être cité aussi, dans la famille Ostermann, prévôt de Northeim, au XVIIIe siècle, 14 volumes, c'est relativement peu par rapport au précédent, mais dont un livre de calcul, un livre de français, un dictionnaire allemand-français et des modèles de correspondance nécessaires, ne serait-ce que pour la communication avec les autorités, qu'exige la fonction des prévôts. Il était maire de Northeim et par conséquent, il devait communiquer avec l'intendant d'Alsace. Et il y a quelques guides de voyage décrivant Versailles, le Trianon et Marly. Et là, je dis chapeau. Ça, c'est de la culture. Et tout ça, c'est évidemment des exceptions. Je ne voudrais pas aller beaucoup plus loin. Je voudrais simplement soulever une dernière question, qui est le problème linguistique. Pour une population tour à tour allemande et française, et je vous ai sorti la transcription phonétique du Notre Père
par un paysan du Korsberg, il s'agit du Michel Erhardt de Berstedt, en 1777, soit près d'un siècle après le rattachement de l'Alsace à la France. Il est important de le signaler. Visiblement habitué à manier la langue allemande et pas la langue française. Ce document a été découvert par Robert Stegman, qui était l'ancien responsable du service pédagogique des archives départementales du Bas-Rhin. Il s'est empressé de me faire une copie. Alors, vous voyez que la langue officielle semble réservée à l'élite paysanne, en particulier celle qui est au contact avec les autorités administratives, mais que les paysans ne la partageaient pas. C'est une transcription phonétique. Hein. C'est presque... Je vous laisse méditer ça. Et je voudrais conclure. Dans tous les cas de figure, vous voyez que le primat du religieux continue à s'imposer. L'Église reste la principale incitatrice de la lecture populaire. Les contenus traduisent l'importance de l'instruction chrétienne, marquée par une forte dose de conformisme, de fatalisme. L'école d'Ancien Régime, qui aura réussi sur le plan de l'éducation religieuse, c'est incontestable, aura-t-elle échoué dans le domaine de l'instruction populaire? Ce sera l'école de la République, obligatoire, gratuite et laïque, de combler les lacunes du lire, écrire, compter. Et c'était la mission des instituteurs du XXe et du XXIe siècle. Je vous remercie de votre attention et m'excuse de m'avoir cassé. Merci beaucoup pour ce beau et long voyage dans l'école d'autrefois, avec des passages souvent cocasses, mais le tout très instructif. Pour ma part, j'ai retenu un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est évidemment l'absence du livre. On a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui une éducation sans livre. Le deuxième, c'est aussi... Pardon ? Ça va revenir, oui, on est en bonne voie. Mais pour l'instant, c'est en train de se... Disons, dans ma génération, dans notre génération, c'était difficile d'imaginer une école sans livre. La deuxième absence, c'est l'absence des femmes. Donc, si j'ai bien compris, il n'y avait pas du tout de femmes qui étaient maîtres d'école, elles ne jouaient aucun rôle dans l'instruction. Troisième question, c'est les méthodes pédagogiques. Je me souviens de la conférence de M. Chalmel sur l'école au Berlin, où il a beaucoup insisté sur les méthodes pédagogiques, notamment la grande initiative qu'il avait prise, qui était d'utiliser les images pour instruire les enfants. Est-ce qu'à votre connaissance, ces méthodes ont été utilisées, exploitées? Est-ce que c'était connu, partagé à l'époque ou pas? Non, alors, l'expérience d'Oberlin est tout à fait exceptionnelle. Donc, c'est une expérience du XVIIIe siècle, de la part de quelqu'un qui était nourri d'idées philosophiques et qui avait une très grande culture, mais il ne faut pas croire que ça a été propagé dans les campagnes alsaciennes sous prétexte que Waldersbach est dans la campagne. D'accord. Non, je connais Loïc Chalmel, nous avons déjà suivi des colloques ensemble, et c'est toujours très intéressant de confronter les points de vue, parce que nous sommes à un autre stade de la société, par la personnalité d'Oberlin. Alors, la femme, non, je crois que la femme est absente. Je sais que du côté de ma famille, il y a pas mal de femmes qui sont devenues institutrices du côté des tantes et même de ma mère. Mais c'était assez nouveau, même au début du XIXe siècle. Bon, il y avait une école normale à Fontenay-aux-Roses, je crois, qui les formait, mais on avait l'impression qu'on sortait d'une période qui était tout à fait masculine. J'ai jamais trouvé de maîtresse d'école. Alors aujourd'hui, on dit maîtresse d'école, couramment.
L'autre élément qui m'a frappé, et ensuite je passerai la parole à la salle, c'est les dynasties de maîtres d'école. Lors d'une des conférences précédentes, on a parlé du protestantisme, avec les problèmes qu'il a eu avec le nazisme, et on nous avait là aussi parlé des dynasties de pasteurs, par exemple, qui étaient très fréquentes. Est-ce qu'il y a une analogie entre les deux? Est-ce que c'était plutôt chez les protestants qui avaient des dynasties de maîtres d'école, ou est-ce que c'était à la fois protestants et catholiques? Non, c'était à la fois protestant et catholique. Pour une simple raison, c'est qu'il fallait transmettre le savoir-faire et qu'il n'y avait pas de formation. Je pense que pour les pasteurs et les curés, les pasteurs, pardon, pas les curés, pour les pasteurs c'est différent, parce que là c'est le milieu culturel qui joue, et on transmet un certain nombre de valeurs, ce qui n'est pas forcément le cas pour les maîtres d'école. C'est surtout une question de technique d'enseigner. D'accord. Je vais passer la parole à la salle, et je voudrais en profiter aussi pour saluer Chantal Jean-Père, qui, comme je vous l'avais promis, nous a rejoints. Elle tient toujours parole quand elle dit quelque chose. Elle est venue avec un tout petit peu de retard. Monsieur Knittel. Ami Grégory, c'est que je suis bavard. Je vais rebondir d'abord sur deux choses et après rajouter un détail. Sur le côté dynastie, je vais préciser, et Jean-Michel le sait, que chez les protestants, bien entendu pas chez les curés, sauf accident, il y a des dynasties de pasteurs et d'instituteurs. Les instituteurs pouvant devenir des fils d'instituteurs devenant pasteurs, et le lycée de Versailles, comme disait un humoriste. Donc il y a vraiment des dynasties qui vont dans les deux sens. Chez le Eiffel, par exemple, c'est le cas. Ensuite, les femmes. Alors c'est vrai que c'est l'exception, mais j'ai trouvé des mentions. Donc un de mes laboratoires, c'est Goethe-Time, protestant, comté de Hanau-Lichtenberg, et je vais y revenir. Mais j'ai eu des cas de mention anciens où l'épouse du Schulmeister donne un coup de main à l'école. Alors est-ce que c'est pour les enfants, est-ce que c'est pour les filles? Mais la femme n'est pas totalement absente, en tout cas de l'école rurale. Et un dernier point, pour compléter la très intéressante présentation de Jean-Michel Belair, on ne peut pas tout dire en une heure et quart, déjà que c'est très riche, mais avec mon micro-laboratoire qui a ses défauts et ses avantages, quand j'ai à peu près, comme je l'ai écrit à Jean-Michel il y a quelques jours, la liste complète de tous les instituteurs protestants, en gros depuis 1750 jusqu'à la Révolution et ensuite bien sûr. Et pour ceux dont l'origine est connue, j'ai une proportion non négligeable de gens qui sont vraiment des Harkelophonie, c'est-à-dire pas des Alsaciens. J'en ai un qui vient toujours pour les pays protestants par définition, hein, le comté de Hanau-Lichtenberg, qui vient du Palatinat, qui vient du Voigtland, qui vient du Württemberg, et ce sont des gens qui sont peut-être pas totalement des maîtres itinérants, mais ce sont des gens qui amènent une culture germanique différente, et pour le clin d'œil, imaginez dans le fin fond de nos campagnes qu'on ait l'accent du Ried, Markosheim est un de mes autres laboratoires, ou celui du Hanau-Lichtenberg ou d'ici, et vous voyez arriver un gars qui parle le Pfälzisch, hein, ou qui parle un accent d'Allemagne du centre, comme instituteur. Et donc ça c'est extrêmement intéressant. Et pour la petite histoire à propos de dynastie, j'ai un père et un fils, le un qui était chez les Steuve, vers 1725-1730 à Goethe-Time, le père qui est instituteur et le fils qui est aide-instituteur. Ils vont émigrer, ils vont disparaître de l'Alsace et réapparaissent aux États-Unis. Et ex-instituteurs, ils sont les deux premiers pasteurs luthériens qui ont été en fait nommés. En fait, c'est pas encore les États-Unis, hein, 1730, mais il y a quand même des gens, parmi ces instituteurs, des gens qui ont des destinées extraordinaires quand on arrive à tirer un peu sur le fil. Oui, je ne connaissais pas cette histoire de transmission, enfin de pont entre l'instituteur et le maître d'école et le pasteur. Mais alors, j'ai un exemple en sens inverse de ce que vous dites sur les instituteurs allemands. C'est les Picards dans le pays de Morsbrunn, où il y a beaucoup de Picards qui sont des instituteurs venus de vieille France sur la lancée de l'armée de Louis XIV. Il y a des Auger, il y a des Bertrand, il y a des Jérôme. Alors je ne sais pas comment ils se débrouillaient avec une population qui était germanophone. C'est vraiment l'exemple inverse.
C'est intéressant à approfondir. Il y a un brave monsieur qui a fait des études là-dessus, mais qui en est resté au stade des articles, qui aurait dû faire un ouvrage sur les Picards. Qu'en est-il de l'éducation des enfants de confession juive? Alors ça, j'ai une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas trouvé d'archives. Il y a certainement des renseignements à tirer de la SIDAL, Société d'histoire des Israélites d'Alsace-Lorraine, que je n'ai pas pu consulter parce qu'elles sont en hébreu. Alors j'avais à un moment donné des contacts avec le grand rabbin en Alsace et nous avions eu une conversation très sympathique et ça s'est arrêté là. Ça c'est un domaine, alors il y en a qui pourraient vous répondre, des gens comme Frédéric Raphaël par exemple, hein, qui pourraient certainement vous en dire davantage. Bon, évidemment, je ne les trouve pas dans les comptes communaux, je ne les trouve pas dans les paroisses catholiques et les paroisses luthériennes. C'est logique. Oui, les juifs, vous pouvez les trouver dans les registres de notaires. Oui. Et ce qu'on constate au XVIIIe, c'est qu'ils signent systématiquement, évidemment ce sont des hommes, et ils signent en cursive hébraïque. Oui. Et il faut attendre vers 1830 pour les voir adopter l'alphabet latin. C'est assez intéressant. Et dans les familles juives, j'avais étudié la famille Dreyfus de Mulhouse, on voit que les femmes restent plus longtemps fidèles à cette cursive hébraïque avant de basculer dans un alphabet latin. Donc il doit y avoir une différence d'alphabétisation. Alors, j'en profite pour continuer parce que je suis conservateur du patrimoine. Et toute ma carrière, j'ai exercé dans des départements et j'ai vu de l'écrit. Moitié nord de la France, donc partie alphabétisée. La Normandie, la Champagne, que vous n'avez pas cité, très alphabétisée. Vous voyez des colporteurs qui tiennent leur mémoire Savoie et qui aussi. vont à la Savoie, mais c'est plus au sud. Je vous parle de la moitié vraiment. Nord, la Lorraine, frontière de catholicité, comme disait Chonu, donc on apprend le catéchisme des deux côtés. Et ce qui m'a frappé dans les registres de notaires et les registres paroissiaux, c'est quand même l'importance des signatures. Et lorsque j'étais en Normandie, il y a eu, avec l'université, on avait des relations très étroites, une étude sur l'alphabétisation, ville et campagne, en regardant de très près. Et effectivement, vous avez souligné les gens qui ne signent pas une croix ou un petit cercle, très maladroit, les gens qui signent très bien avec des ruches, bon, et puis toutes des échelles intermédiaires. Et là, les écritures, les signatures avaient été classées, n'est-ce pas, selon la facilité ou la difficulté à signer à 1, à 2, etc. Et ce qu'on voyait du XVIIe au XVIIIe, c'est une progression du type de la belle signature, c'est-à-dire la personne qui est habituée à manier la plume quand même, et puis celle qui exceptionnellement, péniblement, comme vous disiez, avec des mains calleuses, essaie de faire une signature. Et il y avait quelque chose de très intéressant, vous avez parlé des enseignes. Mais à la ville de Caen, au XVIIIe, on voit disparaître les enseignes parlantes, une botte pour un cordonnier, etc. Et on voit apparaître le nom, boulanger, etc. Ce qui montre que si on adopte ce type d'enseigne, c'est qu'on considère que la majorité des gens qui passent par là vont être capables de lire et de bien comprendre ce qui est noté. Donc ça, c'était quand même un test d'alphabétisation. Pour ça, je vous ai trouvé très pessimiste dans le succès. Et en voyant ce que vous nous projetez, bon, je peux vous donner un exemple tout à fait inverse. C'est, je crois, en S. On a trouvé un autre père en français par une personne qui manifestement ne parlait plus le français et qui récitait phonétiquement son autre père. Mais la personne, on est au XVIIIe, elle est passée déjà à l'allemand. Donc c'est exactement l'inverse. Vous voyez, un émigré huguenot qui, quelques générations après, voilà, le descendant ne maîtrise plus le français. Il a mémorisé ce qu'il a entendu enfant, mais il l'écrit à la manière allemande. Oui, mais bon, Caen est une ville. Je pense que c'est une question du niveau social aussi. Les paraphes avec les fioritures sont réservés à un certain nombre de notables. Maintenant, l'histoire du Notre Père,
C'est dans quelle région, Notre Père? L'Ardèche? À la Bresse. À Hesse, oui, bien sûr, puisque vous parlez des régions allemandes. Ah oui, c'est l'inverse, c'est intéressant. Moi, je voudrais rebondir sur cette histoire de l'enseignement du français et de l'allemand à l'époque, dans la région. J'ai un rapport d'inspection de l'inspecteur qui est venu à l'école à Altorf en 1833. Et je vais vous le lire. C'est la première fois cet hiver que le maître a enseigné le français. Et encore n'est-ce qu'aux garçons, les parents ne voulant pas que leurs filles apprennent cette langue. Ils savent assez bien lire et écrire en allemand. Le maître promet pour la suite, pourvu qu'ils ne soient pas contrariés par les parents. Le maire et le curé s'intéressent à l'instruction. Le dernier m'a assuré qu'il s'était déjà donné beaucoup de peine à faire comprendre aux parents l'utilité et la nécessité d'apprendre le français à leurs enfants, mais que ça avait été et sera encore longtemps peine inutile. Les parents répondent « Nos vieux ont fait comme ça et se sont bien trouvés, nous ferons de même et tout est fini ». Et ça, c'est un rapport d'inspection donc de Altorf de 1833. Voilà. C'est intéressant parce que là, nous sommes très loin de la conquête française. Hein. 1830, vous dites 1833. Une dernière question peut-être? Plus de questions, il nous reste à remercier chaleureusement M. Delair en l'applaudissant évidemment. Merci beaucoup. Je vais vous donner quelques indications pour le futur. Je vous avais parlé de la 5e conférence. La 6e conférence aura lieu le 12 mai. Et c'est M. Mathieu Arnold, le grand spécialiste de Luther, qui donnera cette conférence avec comme thème Jean Sturm et le gymnase. J'ai dû beaucoup insister parce qu'il est très pris pour qu'il vienne à Molsheim. J'ai pratiquement supplié à genoux. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas faire de pédagogie en Alsace sans parler de Jean Sturm et du gymnase. Donc venez nombreux. Cette conférence sera précédée de l'Assemblée générale de notre société qui aura lieu à 19h. La conférence, elle, aura lieu à 20h. Le prochain cycle semestriel sera consacré aux Romains. Il s'intitulera « Sur les traces des Romains dans la région de Molsheim ». Pour préparer ce cycle, on a déjà programmé une sortie à Augst et au musée de Bâle, où il y a une exposition qui s'appelle Ave César dans la vallée du Rhin, qui a lieu le 22 avril. Toutes les places sont déjà prises. S'il y a des personnes qui se sont inscrites et qui ne viennent pas, qui se désistent, n'oubliez pas de le signaler, parce qu'il y a plein de demandes de gens qui ne peuvent pas venir. Donc s'il y a des désistements, s'il vous plaît, manifestez-vous, c'est extrêmement important. Vous pouvez le faire auprès d'Irène. Pour les autres, désolé, mais on fera peut-être un autre voyage à un autre moment. Et il y aura aussi une balade autour du Donau qui sera faite avec M. Holterbach, c'est ça? Jean-Marie Holderbach, une balade de 3 heures qui sera faite autour du Donau et jusqu'au temple au courant du mois de septembre et au courant du mois d'octobre. Vous serez prévenus ultérieurement. Donc voici donc la suite du programme. Je vous invite comme d'habitude à terminer la soirée en buvant une bière en face au trèfle pour les remercier de nous confier la salle. Et je vous souhaite à tous un bon week-end et à très bientôt. Merci, bonsoir. J'ai oublié quelque chose d'important. Il faut évidemment que, comme d'habitude, on remette aux conférenciers les cadeaux. Donc, comme d'habitude, on offre aux conférenciers du bon vin de Molsheim, puisque Molsheim est une ville viticole. Voilà, et donc, voilà, 2 bouteilles de vin. Et sur les conseils de Grégory, on vous propose 2 livres de la collection Histoire et Patrimoine, qui s'appellent l'un Les Jésuites à Molsheim et l'autre La Chartreuse de Molsheim. Bonne lecture et à très bientôt. Merci. Bonne soirée.